commencer ce 5 à 7 sur la thématique des mystères de l'esprit. On va d'abord vous faire un petit rappel. Ce soir, la prise de commande va se faire uniquement au bar. Donc, si vous avez soif ou si vous avez une petite faim, eh bien, on va vous inviter directement à aller au bar et pas à attendre les serveurs à vos tables, puisqu'ils ne viendront pas. Sans plus tarder, un petit retour sur notre dernier événement. Donc, notre dernier événement a eu lieu le 13 avril, ici même. C'était environnement. Et on est très heureux d'avoir eu plus de 90 personnes qui ont été ici en présentiel comme sur le Zoom. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues assister à cet événement. Et finalement, aujourd'hui, malheureusement, c'est notre dernier événement de la saison au Bocquet-Bière, puisque notre prochain événement, en date du 8 juin, va avoir lieu au Granada. On n'est pas très loin quand même, hein, on est juste en face. Donc, notre événement du 8 juin, ça va être les grandes découvertes de l'Université de Sherbrooke. Pour ces grandes découvertes-là, l'entrée est gratuite. Il y aura des consommations offertes aux premiers arrivés. On a également des prix de participation. On a des présentations étudiantes et des présentations professorales. Donc, on vous invite à venir en grand nombre si vous êtes intéressé par tout ce qui touche aux découvertes qui ont été réalisées à l'Université de Sherbrooke. On va passer dans le vif du sujet dès maintenant avec notre premier présentateur. Je sors mes petites notes. Pierre Olivier, qui est donc étudiant au doctorat en psychologie du travail et des organisations à l'Université de Sherbrooke, qui est un passionné de cinéma. Je pense que vous l'aurez soit deviné, soit vous allez le deviner pendant sa présentation. Et justement, il vient de nous parler de sa passion. Bienvenue, Pierre Olivier. Très content de pouvoir être ici pour vous partager effectivement ma passion du cinéma, mais aussi de la recherche et de la psychologie. Donc, vous allez voir, je vous présente un super beau projet aujourd'hui. J'ai fait en collaboration avec ma collègue Noémie Mien. Malheureusement, elle ne peut pas être ici aujourd'hui. Je crois qu'elle est peut-être sur Zoom en train de nous regarder à distance, mais bon, je lui dis un petit bonjour, puis merci Noémie de pouvoir nous supporter comme ça à distance. Donc, je vais commencer. Donc, avant de débuter, je voudrais savoir en fait qui est-ce qui connaît, c'est quoi le cinéma, en levant la main. Super, donc quand même quelques personnes. Qui est-ce qui a déjà assisté au moins une fois? Parfait. Super, c'est bon. Bon, mais moi, aujourd'hui, ça va être principalement du cinéma, je vais vous parler et du projet qu'on a fait sur ça. Donc, vous allez en apprendre plus et vous allez avoir envie d'y participer, c'est garanti. Donc, en fait, le cinéma, c'est quoi? Bien, je peux vous l'écrire de la meilleure manière. C'est un point de rencontre entre un club de cinéma, un club de lecture, puis des conférences sur la santé mentale. En fait, c'est un événement où est-ce que, une fois par mois, le public est demandé de regarder un film chez eux. Puis après ça, il y a un événement qui est organisé qui dure environ 2 heures, où est-ce qu'il y a des conversations qui ont lieu autour de scènes du film qui sont présentées. Et essentiellement, les scènes sont présentées pour pouvoir en fait faire en sorte que les gens ressentent un peu quelque chose avec les personnages, puis puissent discuter de ces scènes-là, de la symbolique qui est contenue dans les scènes, mais aussi de peut-être des éléments là, qui leur font penser à certaines choses de leur vécu à eux. Et donc, les activités sont aussi animées par, là, dans le passé, c'était Nathalie Platt. Maintenant, c'est une animatrice qui change d'une fois à l'autre. Mais Nathalie Platt est psychologue et elle avait souvent une invitée qui était soit psychologue, psychodynamicien ou même philosophe dans certains cas. Donc, c'était quand même assez intéressant les types de conversations qu'ils pouvaient avoir. Le cinéma, va vous donner une idée, c'est un événement où est-ce qu'il y a peut-être entre 40, 80 personnes d'une fois à l'autre. Il y en avait en virtuel pendant la COVID, mais en principal, on veut l'avoir en présentiel. Donc, un petit peu un setting comme ce soir, où est-ce que tout le monde pourrait venir ici. Moi, je présenterai des scènes de films, puis après ça, je vous laisserai un peu rebondir. Donc, tout le monde peut partager, tout le monde peut participer sur leur impression du film. C'est quand même quelque chose qui est assez intéressant pour tout le monde de pouvoir s'ouvrir et de partager. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va revenir souvent dans ma présentation. Le fait de pouvoir partager puis de se sentir libre de présenter leurs idées ou leurs impressions du film. Donc, par exemple, le projet, en fait, c'était quoi? Bien, les organisatrices du cinéma nous ont approchés, moi et ma collègue et nos superviseurs, pour en fait voir, eux, ils se demandaient, c'est quoi que ça fait participer au cinéma? Est-ce que ça peut avoir un impact sur les gens qui y participent une fois ou de manière plus ponctuelle ou de manière répétée? Donc, qu'est-ce qu'on a été faire? C'est l'évaluation du cinéma pour voir si ça peut avoir un effet sur le bien-être psychologique. Mais le bien-être psychologique, on s'entend, c'est quelque chose qui n'est pas super simple à définir. Donc, il a fallu qu'on aille voir un peu dans la documentation scientifique, voir c'est quoi le bien-être psychologique au final. Donc, on a trouvé une définition, on s'est entendu qu'on allait travailler avec ça. C'est 6 composantes qui ont été présentées pour, en fait, expliquer un état de bien-être psychologique. C'est possible que vous n'ayez pas toutes ces composantes-là à un moment dans votre vie. C'est quelque chose qui peut fluctuer d'une fois à l'autre, ou d'une journée à l'autre, ou même entre des années. Mais essentiellement, ça prend de l'adaptation, de l'acceptation de soi, de la croissance personnelle, un but et le sens dans la vie, de l'autonomie, la maîtrise de son environnement, puis des relations positives. Donc, c'est des choses assez positives, assez intéressantes à avoir. Donc, c'est ce que c'est le bien-être psychologique.
Lorsque les gens ont ça dans leur vie, généralement, ça va être un signe qu'ils ont un assez bon niveau de bien-être psychologique. Donc, nous, on a essayé de mesurer si les effets de participer au cinéma pouvaient donner à ça. Et comment ça a fonctionné côté collègue, juste pour vous donner quelques chiffres. On avait au final 18 participants, que c'était des gens qui ont participé au cinéma en premier lieu, puis après ça, ils ont accepté de venir faire partie de nos échantillons pour discuter avec nous, soit dans des entrevues individuelles, ou soit directement dans des groupes de discussion avec plein de personnes. Après ça, on a regardé aussi 6 cinémas, donc durant une saison de l'année dernière. Il y en avait 3 qui étaient purement virtuels, puis 3 autres qui avaient une offre virtuelle et en présentiel. Un peu comme ce soir, il y a des gens qui nous regardent sur Zoom. Donc, ça serait aussi de voir qu'est-ce que ça fait de participer, même si on est à distance. On voulait le voir quand même. Donc, pour aller dans les résultats, une fois qu'on avait nos données, qu'est-ce qu'on était voir? C'est quel thème qui ressort des discussions qu'on a avec nos participants. Et il y en avait 5 grands thèmes. Le premier, le plus important, c'était l'espace sécurisant, l'ouverture vers l'autre et la communauté. Ça, c'est quelque chose qui est revenu dans 43% des cas, mais c'est surtout pour dire, en fait, c'est le facteur le plus puissant qu'il y avait derrière le cinéma. C'était le fait que tout le monde pouvait partager ses choses, tout le monde pouvait partager ses idées, puis participer ensemble, donner leur position sur leur idée de la symbolisation dans les films et des choses comme ça. Le deuxième grand rôle, c'était le rôle grand thème, c'était le rôle évocateur du cinéma. Ça aussi, ça devient super important aujourd'hui. C'est un peu pour ça que je suis venu vous présenter. Donc, j'en discuter un peu plus bientôt. Après ça, il y avait la perception de la santé mentale en général. Bon, un des aspects du cinéma, c'est qu'il y a des animateurs ou des animatrices qui ont beaucoup de connaissances en santé mentale, qui ont beaucoup d'expertise là-dedans. Donc, ils peuvent amener au travers des conversations durant les activités beaucoup de connaissances, beaucoup de mots justes pour pouvoir nommer les choses, nommer le vécu. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un thème qui était vraiment juste une meilleure perception de la santé mentale en général, qu'on comprenne plus de choses. Après ça, il y avait la perception de sa santé mentale. C'est similaire au thème juste avant, mais là, ça reflétait vraiment plus une compréhension de soi et de son propre vécu, de ses propres émotions. Et le dernier, c'était l'immersion dans sa communauté. C'est quelque chose qu'on aurait souhaité pouvoir retrouver un peu plus, mais dû au fait que la COVID était présente, on s'entend, l'aspect virtuel fait en sorte qu'on se sent peut-être moins immersé dans notre communauté lorsqu'on est dans un salon chez nous à regarder un écran. Mais quand même, c'était mentionné et quand même présent. Juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qui ressortait dans les 2 grands thèmes qu'on parle aujourd'hui, le premier thème qui était l'espace sécurisant, ça c'est un extrait du verbatim d'une participante qui a pris part à nos discussions avec nous. Donc, elle disait qu'il y a vraiment quelque chose de le fun du fait que ça soit en groupe et non menaçant. Puis, il n'y a personne qui va être jugé ou se faire dire, ben non, tu ne fais pas un bon lien ou tu ne fais pas une bonne analyse du film, ou qui va se faire confronter. Donc, c'est vraiment en douceur. Ça, il y en a plein de commentaires qu'on a eu similaires à celui-là, puis particulièrement, je trouve, éloquent, mais vraiment, là, c'était qu'est-ce qui donnait essence au thème 1, de se sentir apte à pouvoir parler sans se faire juger. C'est très important. Le deuxième, il y avait l'aspect, le rôle évocateur du cinéma. Donc, la personne parlait du film de Benjamin Button, qui était le film qui avait été présenté durant le cinéma après lequel on a recruté la participante. Donc, elle mentionnait, bien, ça, je repense à Benjamin Button, juste en tête, c'était profondément humain à bien des moments. Puis oui, on se reconnaît. On vibre au diapason de l'autre humain qui vit certaines angoisses, puis certaines choses assez fondamentales. Donc, l'aspect de pouvoir voir un personnage qui vit des choses difficiles, qui vit des choses que nous-mêmes, on pourrait vivre, mais après ça, de pouvoir relater un peu à ça, puis de se dire, OK, la personne a vu quelque chose que clairement, moi aussi, je pourrais vivre. Donc, c'était un peu cet aspect-là d'identification. Encore une fois, ça va être sur ces 2 thèmes-là que je vais revenir avec les résultats constamment. Je ne vais pas aller dans les détails trop techniques de la théorie de changement. Qu'est-ce que c'est? Essentiellement, qu'est-ce que ma collègue et moi, on a été faire? Regarder dans la littérature. OK, il y a des choses qui peuvent avoir un lien avec le cinéma et la santé mentale. Il y a des choses qui peuvent avoir un lien avec l'aspect de culture, d'immersion dans sa communauté. Puis, on espère que ça mène aux impacts qui sont, dans le fond, les 6 dimensions du bien-être psychologique qu'on avait discuté. Après ça, à la base, bien, il y a aussi un aspect où est-ce que les animateurs mettent quelques stratégies en place pour s'assurer que certains changements s'opèrent. Donc, la théorie de changement, c'est un document, un genre de diagramme qui part du bas et qui va jusqu'en haut. C'est une chaîne d'effets. Donc, ça part à la base avec les stratégies mises en place, dont on va vouloir mettre un contexte qui est favorable à la discussion aux gens qui se sentent sécuritaires, et aussi de pouvoir projeter des scènes pour justement avoir une conversation qui va se passer à propos des scènes qui sont projetées. Et évidemment, bon, la participation au cinéma, peu importe les stratégies mises en place, si personne ne participe, il n'y aura pas d'effet, on s'entend dessus. Tout ça va mener à des séries d'effets à court et moyen terme. Court et moyen terme étant essentiellement, est-ce que ça fait 1 ou 2 cinémas auxquels vous participez, ça en fait plus, c'est juste par cette logique-là.
Et éventuellement, ça mène aussi à des effets à long terme, qu'est-ce que nous, on appelait des impacts dans notre théorie de changement. Et les impacts, en fait, c'est ce qui est lié au bien-être psychologique directement, le plus concrètement. Et chaque effet qu'il y avait là-dedans était lié à au moins un des thèmes, des 5 grands thèmes que j'ai discutés plus tôt. Donc, il n'y en avait pas qui n'avaient aucun rapport là-dedans. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a fait notre théorie de changement en regardant la documentation scientifique, en ayant des idées, en ayant aussi discuté avec les organisateurs et des acteurs clés dans le sujet. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on parlait avec les participants, on regardait quels effets qui étaient un peu confirmés là-dedans, puis on faisait un peu le ménage à la fin pour en venir à une théorie de changement, une chaîne d'effets qui avait vraiment été soutenue par les propos des participants. Et ça menait à quelque chose comme ça, qui était assez grand, comme vous voyez, il y a une chaîne d'effets, mais aujourd'hui, on ne va pas regarder tout ça d'un seul coup. On va vraiment juste se concentrer sur cette petite partie-là qui vraiment se concentre sur le cinéma et sur le contexte plus favorable à la discussion. Donc, comme je disais, il y a des stratégies mises en place, puis après ça, il y a des effets à moyen et court terme. Donc, dans cette chaîne que je vous ai montré, la petite partie, bien, il y avait 2 stratégies vraiment qui pouvaient commencer cette petite chaîne d'effets-là. Il y avait l'espace sécurisant pour échanger, puis l'affichage de scènes du film. Peu importe le film, c'était quoi, mais il affichait des scènes plus évocatrices pour s'assurer d'aller chercher les participants puis de vraiment créer une discussion à propos de ces scènes. Et ça, d'un côté, ça menait à une volonté de s'ouvrir et de discuter. Clairement, si on se sent à l'aise de pouvoir discuter, on ne se sent pas jugé, comme les participants le disaient dans les commentaires que je vous ai montrés, bien, on va vouloir s'ouvrir un peu plus. C'est le but de l'activité, c'est aussi ça. Ça va de soi que les gens vont avoir une volonté. Par la suite, il y a aussi l'identification avec les personnages. Là, on dit souvent ça, je m'identifie avec les personnages dans un livre, dans un film, quoi que ce soit. Ce n'est pas non plus juste de dire la personne est comme moi et donc je me reconnais là-dedans. Ça peut être ça en partie. Ça peut être aussi quelque chose comme la personne vit un événement que moi aussi j'ai vécu, ou aussi petit que moi, disons, j'ai une trahison par quelqu'un dans ma famille qui m'a fait bien du mal lorsque j'étais plus jeune. Et là, le personnage qui peut être un genre différent de moi, qui peut avoir un âge vraiment différent de moi et un background complètement différent, mais vit la même chose. Donc, il pourrait avoir à ce point-ci une certaine identification avec le personnage. C'est ce qui donne place, en fait, au reste des effets. Ben là, il y a des expériences de moments affectifs à une distance qu'on dit un peu plus idéale. Donc, pourquoi idéal? Bien, si je reprends l'exemple de la trahison, si moi je la vis juste ici, la trahison, clairement, ça va faire très mal. Est-ce que je vais vouloir y penser? Est-ce que je vais vouloir dealer avec? Pas nécessairement. C'est assez frais, c'est assez douloureux. Mais le fait de voir un personnage le vivre nous ramène dans cette émotion-là sans que ça soit trop à nous, l'émotion. Puis ça fait qu'on peut y penser puis se dire, mais c'est vrai, moi, j'ai vécu quelque chose comme ça, puis ça fait du sens dans mon vécu à moi. Donc, ça permet de juste, en fait, encourager la réflexion et la recherche de sens. Et c'est ce que les participants nous disaient. On voit les personnages, on pense à, mais moi, j'ai vécu quelque chose comme ça. La mère dans ce film-là, il est arrivé telle chose, puis ben, là, je comprends un peu pourquoi c'est arrivé aussi, disons, dans tel contexte pour moi. Vraiment des liens comme ça. Donc, les gens cherchent à vouloir mieux comprendre. Par la suite, ça mène à la création de liens avec son vécu. En fait, je viens de le dire un peu dans mon exemple, de faire le lien avec moi, qu'est-ce qui est arrivé par rapport à ce que je vois au personnage. Puis, ça mène à des prises de conscience par rapport à son vécu. Donc, nous, on avait mis ça comme réhabilitation d'état affectif. C'est essentiellement de voir peut-être des choses qu'on a déjà vécues dans le passé, puis de faire un meilleur sens de tout ça maintenant qu'on peut le regarder non seulement avec un peu de recul, encore une fois une distance idéale, mais d'être entouré de plein de gens qui discutent de leur propre expérience, de choses similaires, puis de faire en sorte que mais finalement, ça fait un peu plus de sens pour moi. Encore une fois, les animatrices qui mettent des bons mots, qui expliquent les phénomènes psychologiques ou en lien avec la santé mentale, avec des mots qui sont particulièrement aussi puissants. Hein, pas juste mon oncle qui dit quelque chose comme oh, tu te sens pas bien, mais tu sais, moi, je vais pas prendre une petite bière puis ça va aller mieux. Non, c'était vraiment plus concret. Ça va vraiment toucher les gens puis ça les aide à mettre les bons mots. Et finalement, vous pourrez deviner, ça mène à une meilleure compréhension de son propre vécu. Donc, c'est quand même un effet à moyen terme assez intéressant d'avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est déjà passé dans notre vie, puis de pouvoir justement réhabiliter certains états affectifs. Ça, c'est juste une partie de notre théorie de changement. Puis ça mène à certains effets ou des impacts, comme je disais plus tôt, qui ont un lien avec le bien-être psychologique. Et c'est les 4 impacts finaux qu'on a pu retrouver. Vous vous souviendrez peut-être, il y avait 6 composantes du bien-être psychologique. Nous, on a réussi à confirmer un peu 4 effets qui se retrouvaient là. Et donc, il y avait l'accroissement des connaissances en lien avec la santé mentale. Mais encore une fois, ça touche par rapport à notre santé mentale et celle des autres. Mais c'est surtout grâce au vocabulaire, grâce aux pensées qu'on peut avoir par rapport à notre propre vécu. Mais on finit par en comprendre beaucoup plus de choses d'une manière aussi très
très vrai, parce que l'information qu'on obtient des animateurs est quand même, je veux dire, basée sur une expertise. C'est très pertinent. Une vision plus humanisante et empathique envers autrui. D'un côté, on se comprend mieux, puis on voit des personnages vivre des choses qu'on a vécues nous-mêmes. On peut comprendre que ce personnage-là pourrait être n'importe qui d'autre. C'est aussi un être humain. Puis les êtres humains autour de nous ont de la difficulté des fois, puis ça nous aide à comprendre qu'eux aussi, on peut passer par des choses difficiles. C'est des choses, en fait, qui ont été mentionnées par des participants directement. On dirait que je suis plus permissif des gens autour de moi. J'essaie de plus comprendre qu'est-ce qui se passe quand il y a une mauvaise journée et pas juste sauter à « Ouais, il est un petit peu marabout aujourd'hui. » C'est un petit peu fatigué. Il y avait aussi le sentiment d'acceptation et de bienveillance envers soi. J'en ai déjà parlé beaucoup avec les effets à moyen terme et à long terme. Et le sentiment d'inclusion et d'appartenance à sa communauté. On l'aurait devenu, lui, est un petit peu moins présent que les autres, mais quand même, c'était quelque chose de bien mentionné par tout le monde, de dire « ça nous fait plaisir d'aller au cinéma, on ne veut pas le rater ». Puis quand c'est en présentiel, de pouvoir voir tout le monde qui ont déjà été là, d'avoir comme un cercle d'amis qui se sont créés là-bas, c'est quelque chose qui fait qu'ils veulent y retourner. Puis qu'ils retournent en fait assez souvent. Donc le cinéma, il y a quand même un groupe, on va dire, core de followers qui vont souvent puis qui adorent cet événement-là. Je peux juste vous encourager à y aller aussi. C'est vraiment plaisant comme événement. Et je n'ai pas mentionné, mais c'est gratuit. C'est super. Fait que ça fait le tour pour ma présentation. C'était vraiment comme la fin de notre projet. Ça. On a terminé avec ça, puis on était super contents de pouvoir voir les effets, en fait. Je ne sais pas s'il y en a qui ont participé, parce que je ne peux pas en mentionner côté confidentialité à notre projet, mais on remercie en fait tout le monde qui a pris part à notre projet, puis aussi au cinéma, parce que ça a été vraiment une opportunité fantastique de pouvoir utiliser quelque chose d'intéressant. Comme je vous dis, j'adore le cinéma, donc de pouvoir travailler sur un projet qui fait le pont entre les deux, la santé mentale et le cinéma, c'est fantastique. Avez-vous des questions? Je pense que la période des questions. Désaltère-toi, surtout, n'hésite pas. Donc, on va tout de suite commencer avec les questions. Les personnes qui ont des questions, on va les inviter à aller poser leurs questions au micro qui se trouve au milieu de la salle. Donc, s'il y a des questions, mais je vous invite à aller à ce micro. Sinon, moi, je peux commencer avec une première question, Pierre-Olivier, qui est genre, je me demandais en fait, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des participants qui ont peut-être des points de vue vraiment opposés sur un sujet ou par rapport à une scène de film en particulier? Puis, comment est-ce que ça se gère finalement? J'imagine que c'est peut-être les animatrices qui font un peu ce travail-là. Oui, exactement. C'est plus dans le cinéma lui-même où est-ce qu'il peut avoir des points de vue différents. Et c'est justement le contexte qui faisait que tout le monde était intéressé à participer et se sentait à l'aise de participer a fait en sorte que oui, il y avait des points de vue très différents. Quelqu'un qui répondait « Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pas, tu es dans le champ, arrête, qu'est-ce que tu dis? » Plus, moi, je le voyais de telle manière. Et ça arrivait que l'autre personne répondait et disait « Mais ça fait du sens ce que tu dis. » Puis, tu sais, ça renchérissait d'un moment puis de l'autre, mais d'une manière très respectueuse. Puis, s'il y avait quelque chose, effectivement, les animatrices étaient là aussi pour pouvoir un peu expliquer ou rajouter du contenu ou mettre des nuances qui pouvaient aider à. Il n'y a pas eu de situation que nous, on a vue, puis je ne pense pas que ça s'est passé, où est-ce que c'était plus épineux, puis il y avait l'animosité dans les commentaires, mais ça ne pourrait pas se rendre là, j'imagine, parce que non seulement le public est là pour avoir du plaisir, je crois, mais les animatrices sont très douées à juste manier la conversation pour pas que ça se produise. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on avait des questions dans la salle? Oh oui, on a une question. Bonjour. Oui, tantôt, tu disais qu'il y avait une espèce de... Le cinéma permettait de vivre ses émotions avec une certaine distance, la distance idéale, finalement. Ouais. Et moi, je me demande, est-ce que ça c'est arrivé, justement, au cinéma, que la distance n'était pas idéale, et donc les gens ont vécu quelque chose de vraiment confrontant, puis là, c'était difficile, puis si oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour agencer ça, je peux comment dire? C'est une très bonne question. Dans les cinémas qu'on a observés, il y en avait 3 en hybride, donc il y en avait où on pouvait être là physiquement puis observer les gens. Il n'est pas arrivé de situation comme ça. En virtuel, malheureusement, beaucoup de personnes ferment leur caméra, étonnamment. Donc, l'observation était beaucoup plus difficile à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si ça s'est produit. Ceci étant dit, nous, on a eu des commentaires de participants qui ont pris part à notre étude qui expliquaient que ça arrivait des fois qu'il y avait des moments beaucoup plus touchants. En fait, il y en a plusieurs qui mentionnaient, surtout dans les premiers cinémas où c'était comme un peu plus nouveau. Et ça se passait, disons, le premier s'est passé au Pizzicato, après avoir vu un film, si je me souviens bien, peut-être qui s'appelait Eros. Puis c'était un film sur l'amour, en fait, mais c'est un film italien. Puis après ça, la discussion a eu lieu autour d'une grande table au Pizzicato où est-ce que tout le monde pouvait manger, tout le monde pouvait partager leur impression. Donc, il y avait des moments très assez forts, pas en émotion dans celui-là nécessairement, mais tu vois où est-ce que le contexte permet de vivre tes émotions. Puis, peut-être que c'est arrivé où est-ce qu'il y a des gens chez eux qui ont vécu des choses plus difficiles. Comment est-ce qu'on peut faire pour... Ça se passait en présentiel. Les animatrices étaient quand même là pour l'accueillir et après ça, aider la personne à se déposer.
Ça, c'est sans aucun doute. Ça s'est passé à quelques moments sans que ça soit très difficile que ce soit la personne vivait. Sinon, par exemple, j'aurais de la difficulté à pouvoir te donner une autre réponse que ça, parce que si la personne est chez elle, c'est un petit peu difficile. Si elle est en présentiel, elle peut quand même être ouverte à discuter. D'autres personnes étaient là pour aussi un peu l'accueillir, mais ouais. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Alors, on a André en ligne qui nous demande comment la sélection des films est faite. Est-ce qu'on prend des thèmes, des types de films particuliers? C'est une très bonne question. Je n'en ai pas parlé en fait de la sélection des films parce que nous, les cinémas qu'on a observés, il y avait une très grande variété. Il y a souvent une teneur en santé mentale dans les films. Il y a déjà eu Black Swan. Il y a déjà eu... Hein? Incendie, exactement. C'est celui-là que je cherchais. Incendie, qui est quand même très poignant. Mais il y a aussi eu d'autres films où est-ce que l'invité est un philosophe. Il y a eu La Matrice. Donc, des fois, ça change un peu de registre, mais quand même, les films sont sélectionnés par l'invité que l'animatrice apporte. Et cette personne-là donc, va pouvoir choisir un film qui va vraiment jouer un peu avec l'expertise ou l'expérience qu'ils ont et ce qu'ils veulent apporter. Mais au-delà de ça, c'est vraiment juste un film qui est sélectionné pour s'assurer qu'il puisse avoir de la discussion, des scènes projetées, puis que les gens puissent vraiment participer. Donc, tu sais, l'histoire de Benjamin Button, ce n'est pas nécessairement quelque chose à première vue, on va dire, oh mon Dieu, c'est tellement touchant, mais en même temps, c'est quelqu'un qui vit sa vie un peu à l'envers. Ça a un gros côté de la vie, comment ça se passe avec la mort ensuite de ça. Et il y avait aussi un film qui était Histoire sans fin. Histoire sans fin, c'est un film de mon enfance pour moi, puis dans l'enfance de personnes plus âgées que moi, où est-ce qu'il y a eu des gros sujets, encore une fois, sur la mort, sur le deuil. Donc, en autant que l'invité puisse faire un lien comme ça avec certains éléments, certaines symboliques, c'est comme ça que le film va être choisi à la base. Super, merci beaucoup Pierre-Olivier pour tes réponses aux questions, c'était vraiment super. On va tout de suite accueillir notre deuxième présentatrice, mais d'abord peut-être une belle main d'applaudissement pour Pierre-Olivier. Parfait, donc je vais ressortir mes petites notes. Pour notre deuxième présentation, on va accueillir Zelda. Donc Zelda est étudiante au doctorat. Allez-y pour l'applaudissement. Donc Zelda est étudiante en doctorat en biologie à l'Université de Sherbrooke. Elle travaille avec les bactéries et est concernée par les enjeux qui touchent à la santé mentale. Elle s'est intéressée personnellement au lien entre ces deux thématiques qui l'intéressent. Et donc, je vais inviter Zelda tout de suite à venir nous présenter ce super projet. Salut. Alors, pour être honnête, je ne suis pas très à l'aise de présenter parce que je fais de l'anxiété. Donc, c'est une bonne entrée en matière parce que ce soir, on va parler de santé mentale et du deuxième cerveau que j'ai et que vous avez tous. Puis comme on parle de cerveau, je vais parler d'un truc qui a vraiment rapport ce soir, donc la résistance aux antibiotiques. Je trouve que ça a vraiment rapport avec le cerveau, donc c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pourquoi on n'aime pas les bactéries. Souvent, c'est à cause de la résistance aux antibiotiques. Donc, les bactéries, ça crée des maladies qui ne sont pas cool, des infections. Puis, dans ces cas-là, on va leur donner des antibiotiques. Puis, souvent, elles s'encrissent, un peu comme le petit bonhomme vert là-haut. Là. Puis, ça fait qu'on a des résistances aux antibiotiques. Puis, vous n'avez pas juste que des mauvaises bactéries, vous avez aussi des bonnes bactéries. Puis, quand on vous donne des antibiotiques, des fois, on va vous donner des médicaments en plus pour protéger votre microbiote. Donc, je parlais de microbiote, puis j'espère que vous allez aimer ma transition parce que c'est là que j'explique ce que c'est qu'un microbiote. Donc, comme vous allez pouvoir voir sur le bonhomme absolument creepy, on a des bactéries partout sur nous, puis en dedans de nous. Donc, on va en avoir sur la peau, sur les dents et sur les organes génitaux. D'ailleurs, fun fact, quand le parent donne naissance au bébé, son premier microbiote, il va être transmis par la flore vaginale, la flore fécale et par la flore de la peau, puis plus tard par la flore contenue dans l'allaitement. Et moi, je voulais parler de la flore intestinale ce soir. Donc, avec tous ces microbiotes-là, ça fait que sur vous, en dedans de vous, vous allez avoir 10 000 cellules bactériennes. Bon, en vrai, j'ai menti, c'est plus 10 000 milliards de bactéries. Donc, c'est autant de cellules bactériennes que de cellules humaines que vous allez avoir sur vous. Donc, je suis ravie de vous apprendre ce soir que vous êtes autant humain que bactéries. Donc, avec toutes ces bactéries que vous avez dans vos intestins, il y a une autre chose à savoir, c'est que dans les intestins, il va y avoir 100 à 200 millions de neurones. Donc, c'est le deuxième organe dans lequel il y a le plus de neurones avec le cerveau. Donc, c'est pour ça qu'on parle de deuxième cerveau.
Et au début, je parlais de santé mentale, donc maintenant j'y reviens. Donc, si je prends les gens dans cette salle, ce soir, il va y avoir une personne qui va être en grande détresse psychologique, mais une personne sur 5. Donc, ça fait environ 8 à 10 personnes dans la salle ce soir. Et il faut savoir qu'avant 40 ans, il y a une personne sur 2 qui vivra avec un problème de santé mentale. Puis moi, spoiler, j'en fais partie. Voilà, je suis bien gentille, mais là, je vous parle d'intestin, de bactéries, de santé mentale, puis c'est quoi le rapport avec le cerveau. Donc, le rapport, le voilà. Donc, c'est que le nucléus paraventricularis hypothalamique a un lien avec les glandes surrénales et les cellules entérochromaffines. Donc, maintenant, j'espère que je vous ai bien perdu et que je vous ai rattrapé au vol, parce qu'on va vraiment parler des mystères de l'esprit et des intestins aussi. Donc, notre histoire commence avec des facteurs déclencheurs chez des personnes qui sont sûrement prédisposées génétiquement à une pathologie psychiatrique. Donc, ces facteurs-là, ça peut être dû à la diète, à l'environnement dans lequel vous évoluez et au fait d'être né par césarienne ou de ne pas avoir reçu d'allaitement. Et ça va entraîner certains paramètres qui vont avoir des effets sur votre santé mentale. Donc, dans ces paramètres-là, on va retrouver la diversité bactérienne. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des bonnes bactéries en dedans de vous. Et chez une personne saine, il y a un certain équilibre de ces bactéries. Par contre, chez les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, on a vu qu'il y avait un certain déséquilibre, donc soit un manque ou un trop-plein de certaines bactéries. Et par exemple, pour le trouble bipolaire, il va y avoir moins de cette bactérie-là qu'on appelle Faecalibacterium, qui a un rôle anti-inflammatoire que je vous expliquerai un petit peu après. Il y a aussi d'autres bactéries qui sont impliquées. Par exemple, en cas d'anorexie ou hyperphagie, on peut voir qu'il y a vraiment un équilibre inverse entre les deux, des deux mêmes bactéries. Puis là, je vous parlais de déséquilibre, mais en cas de déséquilibre, le corps va vouloir se défendre et donc il va faire de l'inflammation. Et les cellules inflammatoires, elles vont passer dans le sang puis aller jusqu'au cerveau. Et les molécules pro-inflammatoires, elles vont stimuler certains organes, dont le cerveau. Et ça va avoir un rôle dans l'anxiété puis dans la dépression, puisque ça a un rôle dans la production de cortisol, qui est une hormone de stress. Et ensuite, on a un autre paramètre, c'est les neurotransmetteurs. Donc, peut-être que vous connaissez la sérotonine, c'est aussi ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. En vrai, c'est un neuromodulateur et lorsqu'elle atteint le cerveau, elle va avoir des effets sur l'humeur, sur l'anxiété, sur la motivation. Et 95% de la sérotonine est produite par les cellules intestinales. Et pour faire cette sérotonine, les cellules vont utiliser un intermédiaire qui est fabriqué par les bactéries. Donc, les bactéries, elles ont aussi un effet sur le relargage de la dopamine, qui a un effet sur le plaisir, et sur le GABA, qui, lui, a pour rôle de diminuer le stress en agissant sur le cortisol. Et il y a certaines bactéries aussi qui vont inhiber la production de sérotonine. Donc, si tu en as trop, ça ne va pas aller très vite. Ensuite, on a aussi des bactéries qui vont produire du butyrate. Donc, si tu as moins de ces bactéries-là, c'est ce qu'on voit chez les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a moins de bactéries qui vont produire du butyrate. Et ça sert à relarguer la sérotonine et c'est bénéfique contre l'inflammation, donc encore à propos du cortisol. Donc là, je voulais vous présenter rapidement une expérience qui a été faite pour observer un peu c'était quoi tous ces effets. Donc, les chercheurs, ils ont pris 2 groupes de souris, donc des souris qui étaient en pleine forme, puis des souris qui n'allaient pas très bien, donc étaient dépressives. Mais quand je dis qu'elles sont dépressives, c'est pas qu'elles sont en train de regarder Mickey Mouse dans leur sofa, c'est qu'elles vont être amorphes ou alors manquer d'appétit. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inversé les microbiotes. Ils ont passé celui des souris déprimées vers les souris qui étaient en pleine forme. Ils ont fait aussi l'inverse. Et ils ont observé que ces souris-là, finalement, après, elles allaient très bien. Puis ces souris-là, c'est elles qui allaient regarder Mickey Mouse dans le sofa. Donc là, je vous parle beaucoup de problèmes, mais c'est quoi les solutions éventuelles à ça? Donc, il y a ce qu'on appelle les psychobiotiques. C'est une sorte de probiotique. Donc, les probiotiques, c'est un médicament, mais en fait, c'est des bactéries qu'on vous donne, des bonnes bactéries pour réguler votre microbiote. Et les psychobiotiques, c'est des probiotiques à destination de la santé mentale.
Donc, les effets, c'est que ça va réduire le stress en agissant encore sur le cortisol. Et ça a été montré pour certains résultats que c'était équivalent à la médication, donc les antidépresseurs. Et beaucoup plus chic, la transplantation fécale. Bon, c'est encore nouveau, donc c'est beaucoup fait sur les souris et très peu sur l'homme. Et les résultats pour l'instant, c'est que ça fonctionne pendant 3 à 6 mois, puis après on retourne à l'état de base. Puis là, je parle beaucoup de l'effet des bactéries, mais il faut aussi comprendre que pour la santé mentale, il y a des comorbidités génétiques à prendre en compte et aussi l'environnement dans lequel vous évoluez. Bon, vous avez vu aussi, tout ce que j'ai dit, ce n'était pas super précis, il y a des grands liens. En vrai, ce n'est pas parce qu'on est à BistroBrain qu'il n'y a que des grands liens qui sont faits, mais c'est parce que c'est encore très récent. Peut-être que vous avez vu les citations que j'ai mis en bas, mais c'est des articles qui sont parus après 2016, donc c'est encore très récent. Puis là, je parlais des bactéries, donc juste de biologie, mais en vrai, faut savoir que la santé mentale, c'est aussi un problème social. Donc, moi, je dis souvent que s'il n'y avait pas de stigmatisation, je ne souffrirais pas autant que je souffre actuellement. Donc, c'est ça, on a un gros problème systémique par rapport à la santé mentale. Puis, si j'avais plus de temps, je vous parlerais un peu en long, en large du DSM, mais ce soir, je ne peux pas. Donc, mon conseil, ça va être plutôt de demander à vos amis comment ça va, puis d'écouter sincèrement la réponse. Voilà. Merci beaucoup, Zelda, pour cette très belle présentation. De la même manière que tantôt, je vais inviter les personnes qui auraient éventuellement des questions à aller directement au micro au milieu de la salle. Est-ce qu'on aurait des questions dans le public? Je pense que j'en vois une. Je te laisse la parole d'entrée. Donc, tu parlais que les modifications du microbiome induisaient un profil inflammatoire et que l'inflammation avait des modifications sur la santé psychologique. Donc, on définit les perturbations psychologiques comme des maladies inflammatoires, dans un certain sens. Est-ce que les gens qui ont des maladies chroniques inflammatoires, qui ont des traitements anti-inflammatoires, ont des modifications psychologiques? Est-ce que c'est vu de façon immunologique? De ce que j'ai lu, la maladie de Crohn, qui est comme, si je ne me trompe pas, une inflammation chronique au niveau des intestins, il y a souvent un lien avec ce genre de maladie intestinale inflammatoire et un lien avec des problèmes de santé mentale. Donc, ce qu'ils avaient observé, c'était que si tu avais de l'inflammation au niveau des intestins, tu étais comme plus à risque après de développer des problèmes de santé mentale. Puis je me souviens plus des chiffres, fait que j'aurais aimé vous les sortir, mais là je me souviens plus. Super, merci beaucoup Zelda pour ta question. Est-ce qu'on aurait d'autres questions du public? Alexis, c'est une question. Oui, une question qui devait être encore une fois. Vraiment, félicitations pour ta présentation. C'était vraiment bien passé. J'ai eu l'honneur de la compagnie ZZ. Je suis vraiment content de ZZ et de dire qu'ils en ont eu. Donc, ma question est, plus un commentaire, par contre. Est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment ce qu'on mange? Un peu comme l'expression dit. Question quand même. Ouais, c'est ça. Mais je crois que non. Finalement, il me semble, de ce que je me souviens, mais ça remonte à longtemps, quelque chose que j'avais lu, que finalement, ce que tu manges influence pas tant ta santé mentale, parce qu'on ne mange pas tous la même chose, si tu prends plusieurs pays. Mais c'est comme le lien genre génétique plus le manque de bactéries. C'est comme vraiment un ensemble vraiment de paramètres mis tous ensemble qui agissent sur ta santé mentale, pas juste un seul paramètre. D'accord, merci. Merci beaucoup, Zelda. C'est l'heure des notes encore. Je vais en profiter pour remercier les personnes qui permettent à cet événement d'être présentes ce soir et d'être aussi gratuit. Donc, on va vraiment remercier la collaboration avec l'AEPSUS et en plus, les FRQ, la GEG et la FEUS qui commanditent plusieurs de nos événements. En fait, donc un grand merci à tous nos partenaires qui permettent à ces événements d'être possibles. Pour notre troisième présentation, on va tout de suite accueillir un groupe de 4 personnes. D'abord 2, puis ensuite 2. Moi, je vous dis qu'ils vont nous mettre l'ambiance. Donc, une grande main d'applaudissements pour Samuel, Anaïs, Sandrine et Chloé. C'est Samuel et Anaïs qui commencent. Bienvenue.
Okay. Allô tout le monde, je m'appelle Samuel, puis je suis accompagné de Anaïs, Chloé et Sandrine qui vont répondre à vos questions à la fin de la présentation. Puis, dans la dernière année, on a travaillé sur un projet de recherche qui nous tient beaucoup à cœur. On a tous des personnes passionnées de lecture qui ont travaillé sur les bienfaits de la lecture. Puis, ça prend une place importante dans notre vie. Puis on a eu vraiment la chance de pouvoir choisir un sujet qui nous intéresse, qui est rentré dans le cadre du laboratoire de recherche de notre directrice, qui est Andrew Labbé. On la remercie. Puis, c'est ça, on est prêt à vous présenter Combattre l'adversité, un livre à la fois. Avant de commencer, on aimerait savoir, à main levée, en fait, pas à main levée, répondez à notre question, s'il vous plaît. On aimerait savoir, selon vous, quels sont les bienfaits qu'on peut retirer de la lecture? C'est une grosse question, hein? La lecture, pas lecture école, là, lecture plaisir. Là. Oui? Augmenter son vocabulaire. Bonne réponse, bonne réponse. Oui? S'échapper. S'échapper... OK, s'échapper du monde réel, de la réalité. Parfait. Est-ce qu'on peut s'identifier au personnage? C'est ça. C'est 10 points pour répondre. Oui, s'identifier au personnage, c'est ça. Donc, dans le fond, tout au long de la présentation, on va tenter de répondre à ces questions-là avec les résultats de notre recherche. OK. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que quand on va parler, dans le fond, de lecture d'œuvres littéraires fictives, on fait vraiment référence à de la littérature fictive, en fait. Donc, mettons Les Chevaliers d'Émeraude, un livre qui n'a vraiment pas été écrit dans le but d'apporter des bienfaits directement, comme ça pourrait être le cas avec un guide d'auto-soin, genre guérir l'anxiété pour les nuls. On s'intéresse vraiment aux bienfaits qui sont involontaires, mettons. Okay. Pour le reste de la présentation, on va commencer à utiliser l'adversité existentielle puis les angoisses existentielles. On va prendre le temps de vous les expliquer, d'expliquer les 4 angoisses existentielles qui sont généralement admises dans le domaine de la psychologie. La première angoisse existentielle, c'est celle de la mort. Donc, la mort, c'est se prendre conscience que la mort est comme un peu omniprésente dans notre vie, qui est inévitable, qu'il y a une finitude à notre vie, puis ça peut arriver à tout moment, ça amène une angoisse, ça amène un poids, une anxiété. Puis ce poids et cette anxiété-là, tu peux l'utiliser comme un levier pour essayer d'accomplir quelque chose dans ta vie avant qu'elle prenne fin. Bon. C'est un peu comme ta plante qui traîne sur ta table de salon. Tu la regardes sécher, puis il faut comprendre qu'avec la mort qui est présente autour de nous, on a tendance à juste tasser d'idées. On ne veut pas de ça dans notre vie, on essaie de la mettre loin et de l'éviter. Mais c'est comme ta plante. Genre, tu la laisses sécher, puis à un moment donné, tu as une petite anxiété, une petite angoisse à loin, il faudrait qu'il mette de l'eau. Puis à un moment donné, l'angoisse est suffisamment élevée pour que tu prennes ton arrosoir et que tu ailles nourrir un peu ta plante pour qu'elle survive. Voilà. La deuxième angoisse existentielle, c'est celle de la solitude. On est tous fondamentalement seuls. Personne ne peut nous comprendre comme on se comprend soi-même. C'est tragique. Ouais. Mais c'est un peu ça quand même. Puis, c'est ça. Même si on a un chum, une blonde, une personne vraiment importante dans notre vie qui passe beaucoup de temps avec nous, on peut se sentir incompris même avec cette personne-là parce qu'on est les seuls à avoir vécu notre existence comme on l'a vécu dans notre corps, dans notre tête. Donc, personne ne peut me comprendre comme on se comprend soi-même. Voilà. Parfait. Donc, pour ce qui est de la troisième angoisse existentielle, c'est l'angoisse de la liberté. En fait, la liberté, ça vient avec le fait, c'est super beau, c'est un concept qui est vraiment le fun, mais ça vient aussi avec un poids. Puis dans le fond, le poids, c'est qu'on doit assumer, puis on est les seuls qui sont fondamentalement responsables de nos choix. Donc, en fait, là, sur la photo, on voit une personne qui est en voyage backpack. C'est super, elle va découvrir de nouveaux pays, elle va sûrement rencontrer de nouvelles personnes, elle va peut-être même se découvrir elle-même, mais on ne se cachera pas que ça vient avec un certain poids, en fait. Ça peut venir, mettons, avec un poids social, une angoisse sociale, un stress financier, le fait de devoir mettre ses études ou même son travail sur pause. Donc, c'est vraiment ce à quoi on réfère quand on parle d'angoisse en lien avec la liberté. La dernière angoisse existentielle, la quatrième, c'est l'absence de sens. En fait, l'absence de sens, c'est celle qui découle
des trois autres. Puis, c'est le fait de dire que fondamentalement, la vie n'a pas de sens. Bon, ce que je veux dire par là, encore là, ça peut sonner trash, mais c'est le fait qu'elle n'a pas un sens commun. Elle n'aura pas le même sens pour moi que pour Samuel. Bon, clairement, on voit que sur la photo, pour moi, le sens ne réside pas dans les objets de la mécanique. J'ai appris cette semaine que la pince que je tenais entre les mains s'appelle un Westcott. Puis, il va falloir que je trouve autre chose pour faire un sens à ma vie. Donc, c'est ça qu'on voulait dire par rapport aux 4 angoisses existentielles. Puis, en fait, pourquoi on vous a présenté ça? C'est parce que nous, on s'intéresse à la psychologie existentialiste, puis on veut trouver une façon de dire comment on peut diminuer ces angoisses-là, comment on peut faire en sorte que les personnes les vivent moins intensément. Puis là, on a fait des entrevues avec 5 personnes participantes, puis on a posé la question, est-ce que la lecture, ça aide à traverser l'adversité existentielle? Parce que comme Sam le disait, on est des passionnés de lecture. Puis là, en fait, oui, la lecture, ça aide à traverser l'adversité existentielle parce que la lecture, elle apporte plein de beaux bienfaits. On a choisi de vous en présenter seulement 4. C'est un peu nos préférés, c'est pour ça qu'on les présente. Ils sont le fun à présenter aussi, puis je pense qu'ils résument quand même assez bien notre recherche. Donc, je vais commencer avec le premier, comme vous en doutez, les bienfaits existentiels. En fait, les bienfaits existentiels, c'est le fait de répondre aux angoisses existentielles dont on parlait tout à l'heure. En fait, il y a un participant qui l'a super bien illustré en disant que lui, il lisait des livres, mettons, qui avaient été écrits genre au 17e siècle. Puis là, il dit, c'est super le fun parce que quand je lis ces livres-là, je me reconnais dans les angoisses des auteurs puis des autrices. Puis là, je me sens moins seule aujourd'hui, en 2022. Ça, c'est quand même vraiment cool. C'est le fait de dire que, dans le fond, le fait de sentir que nos angoisses sont partagées, même si on n'y trouve pas de réponse directement, ça a quand même un effet qui est apaisant pour la personne. Puis ça amène quelque chose de rassurant, en fait. Ça, c'est le premier bienfait. Le deuxième bienfait, c'est l'évasion. Donc, dans le fond, l'évasion, c'est un bienfait qui a été rapporté par toutes les personnes participantes. Puis, comment ça semble fonctionner, c'est que quand on lit, on est tellement comme absorbé par ce qu'on est en train de faire, par le moment présent, parce qu'on imagine, qu'on oublie le reste. Donc, on oublie ce qui se passe autour, mais on oublie aussi ce qui se passe un peu dans notre tête. En fait, c'est un peu comme, il y a un participant encore là qui l'a super bien évoqué, là, il a dit, c'est un peu comme un power nap, genre. Avant ta nap, t'es angoissé, t'es stressé, puis tout. Puis là, après ton power nap, t'es encore stressé, mais tu l'es moins parce que tu as pris une pause, dans le fond. Tu as pris une pause de ton anxiété. Puis la lecture, c'est un peu ça que ça apporte. C'est super intéressant, puis c'est un bienfait qui est tellement fort qui fait en sorte que les personnes participantes vont retourner lire juste pour pouvoir revivre cette évasion-là, en fait. C'est souvent ce qui va les rattacher à la lecture. Puis l'évasion, c'est souvent lié à un monde imaginaire. Dans ce monde imaginaire-là, il y a des personnages. Puis, il y a une connexion qui se crée avec les personnages. Ça peut amener des bienfaits par deux différentes voies. La première, c'est celle de l'affiliation, puis l'autre, c'est, on en parlera, Pierre-Olivier, mais l'identification au personnage. Mais c'est ça, l'affiliation, le fait de vouloir retrouver ses amis qui sont dans les livres, comme les Chevaliers d'Émeraude, de retrouver Kira, Welland, puis d'aller vivre leurs aventures avec eux, ça vient comme briser un sentiment de solitude, malgré le fait que la lecture en soi, c'est une activité solitaire. Ça vient comme tu te sens moins seul, puis on a des participants qui mentionnaient que quand tu es en congé de maladie, tu passes du temps tout seul, mais bon, la lecture, ça permet d'être moins seul. Quand même petit. L'autre voie d'identification au personnage, c'est rassurant de se reconnaître dans un personnage ou dans ce que l'auteur rapporte dans ses thèmes. Donc, autant au niveau des adversités que le personnage en soi. Ça amène des bienfaits du côté de, une fois que tu te reconnais, mais là, si la personne se met en action, elle se mobilise pour traverser les adversités qu'elle vit, mais peut-être que toi, tu vas te sentir assez mobilisé pour te mettre en action, de comme cheminer à travers tes propres adversités. Il y a ça, puis on a une participante qui s'est vraiment reconnue dans une petite fille dans un livre, puis cette petite fille-là vivait beaucoup d'adversité. Puis la participante, elle se reconnaissait, puis elle voyait la fille comme une petite fille en soi, à l'intérieur d'elle, puis elle voulait tellement prendre soin de la petite fille dans le livre qu'elle a commencé à être plus bienveillante, indulgente, douce avec elle-même dans sa propre vie.
voici un bienfait, un exemple de bienfait de l'identification. Est-ce que tu voulais faire la charge mentale? Ah oui, c'est vrai, je fais ça la charge mentale. OK. Un autre bienfait, c'est l'apaisement de la charge mentale au cours de ta journée. En fait, la majorité de nos participants lisaient beaucoup en fin de journée, en soirée, avant d'aller se coucher. Puis au cours de la journée, tu as une charge mentale qui s'accumule, plein d'éléments, des petits conflits au bureau ou des courriels à envoyer, ah, faut pas que j'oublie ça demain, des choses qui te restent en tête puis que ça devient un poids. Lire en fin de soirée, ça vient comme apaiser ça, ça vient évacuer cette charge mentale-là. Ça fait du bien. On parlait d'une bulle de calme, d'une zone tampon, comme une transition vers le sommeil qui est apaisante. Donc, voici un autre bienfait. Puis, tous ces bienfaits-là, bon, on en a présenté 4. Ici aussi, il y a plein de facteurs qui influencent les bienfaits. On va présenter 2 facteurs qui sont liés ensemble. Donc, l'état d'esprit avant la lecture et le choix du livre. L'état d'esprit, c'est comment tu te sens au niveau émotionnel. Est-ce que tu te sens prêt à penser à tes adversités ou tu veux juste pas y penser? Donc, admettons, tu feels mollo, puis tu as une mauvaise humeur à cause d'une situation que tu avais dans la vie qui est une adversité, mais que tu te sens relativement bien quand même, c'est tolérable, mais tu vas avoir tendance à peut-être choisir des livres qui te permettent de réfléchir et de trouver des solutions pour faire face à tes adversités, alors que, donc peut-être choisir un livre qui est comme un drame en lien, ou c'est ça qui peuvent te faire réfléchir, puis tu vas retirer davantage de bienfaits en choisissant un livre comme ça, que si tu te sens vraiment pas bien, tu pleures, tu es dans ton bain, c'est vraiment, vraiment pas une belle journée pour toi. Ton adversité a fait en sorte que tu es vraiment sensible à tous les thèmes qui sont autour de ton adversité. Tu vas essayer de juste t'évader. On revient au bienfait d'évasion. Tu veux penser à autre chose, mettre ton cerveau à off, juste lire une BD, un livre fantastique comme Shirley Roll. C'est tout le temps ça, mais c'est ça. Donc voilà, comme la dynamique un peu entre les 2 facteurs qui influencent. Puis là, dans le fond, on vous a full vanté les bienfaits de la lecture. C'est parce qu'on y croit, c'est parce qu'on les met en place quand on se foule la cheville puis on veut penser à autre chose. Puis, en fait, non, mais pour vrai, dans le fond, il y a quand même quelques petites recommandations à faire. Trop s'évader, c'est comme pas assez. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, il y a une personne participante qui nous a mentionné le fait que l'évasion était tellement puissante et était tellement importante dans sa vie qu'elle avait tendance à l'utiliser comme moyen de fuite de sa propre vie. Donc, peut-être juste être sensible à ça et faire attention à ça pour ne pas non plus tomber dans un extrême. Puis la deuxième, c'est une bulle de calme, ça a son charme. On a beaucoup de participants et de participantes qui mentionnaient se créer une bulle de calme pour lire. Puis les bienfaits semblent venir un peu de ça. Fait qu'on vous encourage, on vous recommande à essayer d'aller exploiter ces bienfaits-là puis de créer votre propre bulle de calme autour de la lecture. Voilà, puis on va laisser Chloé et Sandrine répondre à vos questions. Puis les suggestions, les pistes de réflexion, tout ça. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour cette super présentation. C'est très intéressant. Moi, comme une fan d'Harry Potter, je suis vraiment intéressée par ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'on aurait des questions de la part de l'auditoire? Encore une fois, je vais vous inviter à venir directement au micro. Mais s'il n'y en a pas pour le moment, moi, je peux vous en poser une, les filles. C'est à savoir, est-ce que vous pensez augmenter le nombre de participants de votre étude? C'est comment, en fait, vous voyez la suite de ce projet-là que je trouve vraiment hyper intéressant. Ben oui, dans le fond, on avait dit qu'on a fait notre étude à partir de 5 participants. Pour l'instant, on a fait cette recherche-là dans le cadre d'un cours. Pour l'instant, on ne pense pas augmenter le nombre de participants, mais ça serait vraiment une belle suggestion pour amener l'étude un petit peu plus loin, puis voir s'il y a une plus grande échelle, justement, ça peut avoir les mêmes bienfaits dans une population qui est plus générale, plus diversifiée, tout ça. Mais on est quand même confiant que s'il y a 5 personnes qui ramènent tous le bienfait de l'évasion, par exemple, on pense qu'on touche vraiment à quelque chose avec ça.
Super, ben merci beaucoup. Je suis bien d'accord. En tout cas, moi, si vous me demandez, moi aussi, je pense que l'évasion est vraiment un bienfait très important. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont décidées dans l'auditoire pour poser des questions? Sinon, je vais continuer avec une deuxième. Oh, ben parfait. Vas-y, Renato, je te laisse aller au micro. Salut, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, juste une question parce que vos participants, j'imagine que c'était plus pour de volontariat, donc ils ont fait. Donc, c'était des personnes qui, à la base, ils aimaient bien lire peut-être, ou est-ce que comment vous voyez ça? Est-ce que ça peut mettre en erreur les résultats? Oui, absolument. Fait que ça, c'est un biais qu'on savait qu'on aurait dans la recherche. On allait vraiment chercher des volontaires. Fait que c'est sûr qu'on allait trouver des gens qui aimaient la lecture à la base, peut-être pas des gens qui lisent un livre dans leur vie au primaire ou au secondaire. Mais on le savait, puis en même temps, on essayait de répondre à une question comme combattre l'adversité existentielle. Il faut quand même avoir un certain intérêt pour les livres parce que quelqu'un qui s'est obligé à lire un roman au secondaire, ça ne sera sûrement pas ça son moyen de combattre son adversité. Fait que oui, effectivement, ça peut amener comme un petit biais. Tous nos résultats vont être concentrés vers les gens qui aiment la lecture. Mais c'est admis, puis ça, c'est le genre de choses qu'on parle dans notre discussion, dans le document scientifique. Là. Mais c'est une très bonne question. Merci. Merci beaucoup, Renato, pour la question. Moi, je vais terminer avec une petite dernière, à moins qu'il y ait quelqu'un de l'auditoire qui se décide, mais sinon, Parfait. Je me demandais, est-ce que vous avez éventuellement regardé s'il y avait une corrélation entre le genre, justement, d'ouvrages qui sont lus versus les conclusions que vous pouvez en tirer ou ce qui a été rapporté par les personnes participantes? On a eu beaucoup de pistes de réflexion à ce sujet-là, entre autres, sur la capacité de visualisation. Ça a moins été peut-être rapporté par les participants, mais des fois, la façon vraiment de s'imaginer qu'on est dans le livre, ça peut influencer à quel point on aime ça lire, disons, des romans fantastiques versus quelqu'un qui a de la misère un peu à voir ce qui est écrit. Il va peut-être aimer plus des choses que c'est des concepts, de la philosophie théorique. Je ne sais pas si c'est un peu clair pour tout le monde, mais tu sais, Sandrine, elle peut peut-être en parler un peu, elle s'y connaît. Oui, c'est ça, on a eu la piste de réflexion parce que justement, dans notre équipe, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tous la même capacité de visualisation dans notre tête. Il y en a qui vont lire puis voir les images de façon très, très vive. Puis on a une participante en particulier qu'elle, quand elle lit, c'est comme si elle s'imaginait un film. Fait que ça lui permettait vraiment de s'évader très, très, très facilement versus quelqu'un qui ne s'imagine pas nécessairement, qui ne se fait pas facilement des images mentales. Ces personnes-là, peut-être que le fantastique et tout, ça va peut-être moins les rejoindre parce que des scènes de bataille, des choses comme ça ne va pas permettre une évasion de ce côté-là. Par contre, la poésie qui n'amène pas nécessairement des images mentales qui sont fortes, ça pourrait venir rejoindre ces personnes-là. Fait que ça serait une avenue qui serait super intéressante à explorer dans une autre étude prochaine. Super, merci beaucoup pour cette réponse. Puis un grand bravo encore, une bonne main d'applaudissement pour aussi super. On arrive déjà à notre dernière présentation de la soirée, malheureusement. Oh, merci Alexis pour l'écho. Donc pour notre dernière présentation, on va accueillir deux étudiantes qui sont au baccalauréat en psychologie à Sherbrooke et pour qui l'humain a toujours été intéressant, ce qui les a amenés à étudier le domaine de la relation d'aide d'humain à humain. Une bonne main d'applaudissement encore une fois pour Ilan Noémie et Denisa. Donc, bonjour tout le monde, moi je m'appelle Denisa. Et moi, c'est Noémie. On est étudiante au baccalauréat en psychologie, là, comme a été dit précédemment. Aujourd'hui, dans le fond, on vient présenter un projet de recherche que ça fait environ 1 an qu'on travaille dessus. Là. Il était sous la direction de Guadalupe Fuentes-Numen, qui est directrice du département de psychologie, chercheuse à son compte. Puis, on a fait le projet là, avec deux autres étudiantes du baccalauréat, soit Émilie Fontaine et Elisabeth Charbonneau, qu'on veut remercier du fond du cœur. Oui. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on vient parler du rôle paternel. Changer de métier. Ça fonctionne pas? C'est notre tour. Ça fonctionne pas? Hein? Ouais. Ah, OK. On vous inviterait à poser la question. Là. Quand vous pensez à votre père, c'est quel souvenir qui vous ramène? T'sais, on parlait de trauma tantôt, Daddy Issues, c'est temps des ramener. Peut-être que vous pensez au moment où est-ce que votre père vous aidait à faire des devoirs, ou encore où est-ce qu'il vous a appris à faire du vélo, ou encore le fameux moment là, où est-ce qu'on tient la lampe de poche, oui. C'est une lampe de poche, oui. La lampe de poche pour pendant que le père fait des travaux manuels, puis tu ne sais jamais quoi être à son goût, la manière qu'on la tient, ce genre de moment-là. Donc,
Fait que nous, dans le fond, dans notre recherche, on a réalisé en commençant, on a réalisé qu'il y a beaucoup d'articles qui s'intéressaient aux pères, oui, mais sur l'impact que ça peut avoir sur leur enfant ou encore si des théories qui s'appliquent aux mères peuvent s'appliquer aussi aux pères. On a réalisé qu'il n'y a pas d'autres études qui s'intéressaient à comment le père voyait son rôle de père de manière plus subjective. On a concentré nos recherches sur principalement 2 études, là, qui est les rôles paternels de Cathy, qui est une doctorante de notre directrice de recherche, puis sur la vulnérabilité paternelle, qu'on va parler un peu plus tard, qui est de Carl Lacharté, qui est un chercheur à l'UQTR. D'abord, pour les rôles paternels, Cathy s'est intéressée, dans le fond, elle a fait des entrevues qualitatives auprès d'environ 10 pères, qui étaient des pères plutôt vulnérables. Puis, elle s'intéressait, dans le fond, à quel rôle le père s'attribue dans son quotidien. D'abord, un rôle paternel, on va prendre quand même le temps de le définir, c'est la manière d'être du père, comment il perçoit son rôle, comment ça va influencer ses pensées, ses comportements, les responsabilités qu'il va s'attribuer. Puis, dans le fond, dans sa recherche, elle a trouvé 6 rôles paternels. Ce qui est à savoir, c'est que les rôles paternels, c'est pas tu l'as ou tu l'as pas. Tu l'as comme à un certain degré, un peu comme des traits de personnalité. Donc, on a un père protecteur, qui est dans le fond un père qui tient à assurer la sécurité physique, affective de son enfant. Un père passeur qui veut transmettre un peu de sa personne, un peu de ses valeurs. Le père éducateur qui cherche à mettre des limites, des règles sociales, des règles dans la famille pour fonctionner correctement. On a le père présent qui tient à s'impliquer beaucoup dans le quotidien de son enfant, qui veut être là, qui veut être présent dans le fond. Le père stimulateur qui, lui, va plus donner des défis à son enfant, le faire s'activer, le faire bouger. Puis le père modèle qui veut servir soit d'exemple à son enfant, soit de contre-exemple dans le cas où est-ce qu'il y aurait eu une trajectoire de vie plus difficile. Donc, le concept de vulnérabilité tel que vu par Carl Lacharté, qui est un chercheur à l'UQTR, en fait, il a séparé la vulnérabilité en 2 composantes, soit la vulnérabilité particulière. La vulnérabilité particulière, en fait, c'est pas tous les papas qui vont la vivre. Ça regroupe des facteurs socio-démographiques comme, par exemple, un faible revenu. Bien, c'est pas tous les papas qui vont avoir un faible revenu. Ensuite, on a la vulnérabilité ordinaire qui, en fait, elle se produit dès qu'une personne devient papa. Donc, elle est plus à risque de vivre ce type de vulnérabilité-là. Elle a 3 composantes. On a le manque de gratification, qui, ça, c'est la satisfaction, le sentiment d'être valorisé dans le rôle de père. Donc, effectivement, le manque de gratification, c'est quand le père ne se sent pas valorisé, ne se sent pas gratifié dans ce rôle-là. On a le manque de repères. Le manque de repères, finalement, c'est le papa qui a des outils, qui a des références, qui permet de se guider dans le bon comportement à avoir comme papa. Donc, bien sûr, s'il manque de repères, ben, ça peut générer un stress parental. Et dans la recherche, c'est comme ça que finalement, on l'a mesuré avec l'indice de stress parental. On a aussi le manque de confiance. Le manque de confiance, c'est le père qui ne pense pas qu'il y a des aptitudes, des compétences finalement à être un bon papa. Donc, il ne se fait pas vraiment confiance en lui-même. Et on l'a mesuré avec le sentiment de compétence parentale dans notre recherche. Pas mal ça. Donc, ça nous a amené à développer 2 objectifs. Soit le premier qui est de créer un outil qui permet de mesurer les rôles paternels, un peu comme dans le type magazine où ils ressortent de la personne la plus souriante de sa planète ou la personne un peu extravertie qui existe. Ensuite, on a aussi voulu vérifier si les rôles paternels peuvent influencer la vulnérabilité ordinaire, peut-être que mentionné plus tôt, donc manque de gratification, manque de repères et le manque de confiance. Pour ce faire, on a recruté proche de 500 pères, qu'on remercie d'ailleurs si jamais il y a un père qui me regarde présentement. Proche de 500 pères dans notre étude, il a été recruté dans le fond de différentes manières par des CPE, des organismes communautaires, par Facebook. Puis il fallait qu'il y ait des enfants de moins de 12 ans environ. Puis on ne faisait pas de distinction à savoir si c'est un père adoptif ou un père encore un beau-père. On disait, tant que vous êtes un homme qui assure un rôle de parent auprès d'un enfant, vous pouvez participer à la recherche. Donc, notre recherche, elle a fini par retrouver 4 rôles paternels et non 6. Puis, ça nous donne, dans le fond, le rôle de transmission, qui est un mélange entre le père, passeur et modèle, qui a été trouvé par Cathy. Le rôle de discipline, qui est le père éducateur.
le rôle d'engagement qui est le père présent et le père protecteur à la fois, puis le rôle de stimulation qui est le père stimulateur qu'on a trouvé plus tôt. Dans le fond, après ça, pour ce qui est du rôle de stimulation, merci, Charles. Pour ce qui est du rôle de transmission, dans le fond, comment on le décrirait? C'est un père, en fait, précisément un père, qui tient à vouloir léguer un patrimoine à son enfant, donner des valeurs, donner des habiletés, des intérêts. Moi, personnellement, je le vois un petit peu comme un père nationaliste. Là. Généralement, ça l'aime bien gros montrer ses valeurs à ses enfants. Puis, c'est ça, montrer des valeurs, des intérêts. Puis, on a le père aussi qui fait un rôle de discipline, dans le fond, c'est plate un peu, mais de punir, de mettre des conséquences, de mettre des limites à son enfant. Bon, à première vue, ça sonne avoir une connotation très négative, mais en fait, c'est vraiment essentiel dans la construction de l'identité d'un enfant qui apprenne à reconnaître les règles, à savoir comment agir dans une communauté correctement. Donc, c'est un rôle essentiel. Pour ce qui est du père engagé, c'est un père pour qui son enfant, c'est sa priorité, qui est tout le temps disponible, qui est présent pour son enfant, qui prend en compte, finalement, il va vraiment être présent dans les tâches quotidiennes comme donner le pain à l'enfant, qui est aussi là pour la sécurité de son enfant. C'est, en fait, pour résumer ça en exemple, c'est comme le papa qui s'en va dans une clinique avec une médecine, avec son enfant, puis que là, le médecin demande, bon, ben, c'est quoi le curriculum de ton enfant? Puis il dit, bon, ben, voici son âge, voici sa date de naissance, voici son signe astrologique, sans même devoir texter l'autre parent. Ensuite, on a le rôle de stimulation, c'est vraiment un papa qui fait comme, en fait, c'est vraiment ce qui était ressorti aussi des analyses à Cathy, c'est vraiment un papa actif, c'est un papa qui va donner des défis, qui va encourager son enfant à arriver au défi, puis qui va encourager son enfant à sortir de sa zone de confort. Donc, un peu comme le papa qui enseigne à son enfant le vélo, puis qu'au début, il tient le vélo avec son enfant, puis à un moment donné, l'enfant, il va tout seul, puis il l'a encouragé pour ça. Après ça, on a fait d'autres analyses pour regarder justement les caractéristiques de chaque rôle de père. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les pères qui adhéraient plus au rôle de transition, généralement, se sentaient plus compétents et se sentaient plus gratifiés. Bon, là, je reviens à mon père nationaliste, mais c'est sûr que si tu élèves la relève et que ton enfant adopte des comportements que tu considères comme plaisants, que c'est ce que tu veux, que ton enfant adopte le comportement que tu aimerais qu'il ait, c'est sûr que toi, en tant que père, tu te sens plus compétent, tu te sens meilleur, tu te considères comme un bon père, puis tu te sens gratifié. Le fait d'élever la relève, c'est très rassurant quand même. Puis c'est sûr aussi que le fait que d'avoir des atomes crochus avec son enfant peut rendre les interactions avec l'enfant beaucoup plus plaisantes parce qu'il y a des liens qui se créent plus facilement si ton enfant est un peu similaire à toi, là, qui te ressemble un petit peu. Après ça, on a le rôle de discipline. Voilà, malheureusement, le rôle de discipline, il a tendance à se sentir plus stressé, moins compétent. Le lien n'est pas tout à fait clair, dans le fond, entre ces trois variables de pourquoi est-ce que le père qui a un rôle de discipline se sent plus stressé et moins compétent. Parce qu'en fait, ce qu'on a trouvé dans les écrits par la suite, ça serait que les pères qui se sentent moins compétents, qui plus stressés, auraient tendance à faire plus de discipline sur leur enfant. Par contre, c'est sûr que dans notre recherche, on n'a pas mesuré le tempérament de l'enfant. C'est un peu difficile de savoir comment ce lien-là est comme différent un peu. Tu sais, un peu vous donner l'exemple aussi, là, je ne sais pas, là, vous avez tous vu un enfant déjà faire une crise au magasin. Tu sais, quand ton enfant il gueule et qu'il crie, tu as de la misère à le contrôler. C'est sûr qu'après ça, quand les autres parents te regardent, tu es un peu gêné, tu te sens stressé, tu te sens peut-être moins compétent d'avoir réussi à garder ton enfant en ordre vendu au magasin. Donc, ce qui est pour le père engagé, finalement, c'est plus le père, il valorise son enfant, il passe du temps avec lui, plus il partage d'intérêts, donc plus il le connaît. Donc, plus il va se sentir beaucoup plus compétent finalement dans ses attitudes parce qu'il connaît bien son enfant et ça le rend aussi plus gratifié finalement de voir son enfant comme ça puis de faire des intérêts avec lui. Et aussi, bien, ça fait qu'il connaît bien son enfant, meilleure compétence, plus gratifié, donc il se sent beaucoup moins stressé. Même principe pour le père stimulateur. Le père stimulateur, il va voir les retombées concrètes de ce qu'il fait avec son enfant. Donc, l'enfant, il est heureux, il a réussi son défi, ben là, il va être content. Le père va se sentir gratifié, il va se dire, bon, je suis un bon papa. Et donc, il va se sentir beaucoup plus compétent, moins stressé. Et aussi, la dernière chose, c'est que le père stimulateur, c'est souvent un rôle en complémentarité avec le rôle de la mère qui va être beaucoup plus dans le caregiving, beaucoup plus finalement dans le réconfort. Donc, ça, un père va avoir tendance à être dans le rôle de stimulateur.
Fait que pour conclure, dans le fond, là, à quoi Basically, on s'est tapé 1 heure de recherche pour qu'éventuellement ça ait retombé. Hein? Fait que d'abord, ben, comme j'ai dit au début, on n'a pas beaucoup de recherches sur comment les pères vivent leur paternité. Fait que d'abord, ça a permis d'approfondir les connaissances là-dessus. Aussi, les pères, généralement, les hommes en général, ont tendance à moins demander d'aide. Donc, ils attendent souvent d'être un petit peu plus loin avant d'aller chercher l'aide. Puis, on s'imagine aussi que ça devrait être un petit peu décourageant quand, en intervention, on a tendance à travailler beaucoup sur les problèmes et un petit peu moins sur les forces. Donc, le fait de miser sur les forces, de miser sur le fait que, OK, tu es un père qui assure bien le rôle de transition, tu es un père qui aime stimuler ton enfant, ça permet de compléter un peu l'intervention sur le fait qu'on va travailler sur le problème qui te fait venir demander de l'aide, mais aussi sur les forces qui peuvent t'aider à passer à travers ces moments d'adversité, justement. Puis aussi de voir en même temps les caractéristiques un peu spécifiques à chaque rôle que le père peut se donner. Oui, puis c'est aussi un outil d'introspection des pères qui peuvent se dire, finalement, moi, je suis quel type de père? Est-ce que moi, je favorise plus, je ne sais pas moi, l'engagement? Est-ce que moi, je suis plus stimulateur? Aussi, ça permet aussi de montrer qu'il y a plus d'une façon d'être papa. Donc, il n'y a pas juste un rôle à avoir, puis si tu ne l'as pas, tu n'es pas un bon père. Par exemple, un père engagé, c'est un aussi bon père qu'un père stimulateur. Donc, ça ne va pas nécessairement dire que si tu n'es pas engagé, mais tu n'es pas un bon papa. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup les filles pour cette super présentation très intéressante. Est-ce qu'on aurait des questions de l'auditoire? Toujours pareil, je pense que vous avez compris le mécanisme. Je vous invite à aller directement au micro. Merci pour votre présentation. Je me pose une question, à savoir si le milieu familial peut influencer, dans le sens où si l'homoparentalité ou de la monoparentalité peut influencer le type de père qu'on est ou qu'on devient. Je peux-tu répondre? Je peux répondre comme tu veux. Ben, moi, je peux te répondre. En gros, on n'a pas utilisé de variable contrôle parce que, of course, il y a bien d'autres variables qui vont jouer justement sur la façon que tu vas exercer ton rôle paternel. Mais on avait trouvé finalement un petit lien avec le type de garde. Si c'est un garde partagé, si c'est toi qui as toute la garde ou si c'est l'autre parent. Donc, on n'a pas nécessairement exploré ça, mais oui, on a vu qu'il y avait quand même un petit lien. Donc, oui, effectivement, le type d'environnement familial joue quand même un grand rôle sur le type de père. Tout comme on avait dit que peut-être que le tempérament aussi, c'est sûr que si tu as des enfants difficiles à la maison, ben c'est sûr que tu n'auras pas le même rôle que si ton enfant a un bon caractère. Ça me semble aussi que c'était venu parce qu'on avait une section commentaires, puis il y a des papas qui nous ont dit justement, j'ai répondu avec mon enfant difficile, mais c'est sûr, je ne suis pas le même type de père que si j'avais un enfant, puis si je pensais à mon enfant qui a un caractère plus calme. C'est facile pour une deuxième question. Est-ce que ça peut évoluer dans le temps? Puis est-ce que ça peut être différent pour deux enfants? Je pense que c'est selon le caractère de l'enfant. Oui. Tu réponds? Oui, on va répondre. C'est mon tour. Oui, en fait, c'est justement ça, c'est une des pistes de recherche futures qu'on se serait intéressé parce qu'en fond, ça avait demandé des études longitudinales. Nous, on avait un an à faire notre projet. Oui, c'est quelque chose qu'on s'est intéressé, qu'on s'est demandé si ça ne serait pas possible que possiblement, en avançant dans l'avenir, que l'enfant ait des traits différemment. Tu sais, on sait que le tempérament peut changer un petit peu en vieillissant. Sûrement qu'il y a des liens, mais je pense qu'il faudrait faire des études un peu plus avancées pour pouvoir vérifier ça. Il me semble qu'il y avait une deuxième partie à ta question. Selon à savoir si deux enfants. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est bien notre question. On a demandé aux parents, aux pères de penser à un enfant, mais comme on peut pas tout contrôler. Ouais, c'est ça. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup les filles pour ces réponses. Est-ce qu'on aurait d'autres questions de la part du public? Je pense que oui. Si, ensuite on pourra entendre d'autres après. Salut les filles, merci pour la présentation. C'est vrai qu'on entend gentiment ce qui touche au rôle des pères. J'ai une préoccupation qui est comme montée pendant que vous avez présenté, parce qu'il y a différents rôles qui ont été associés justement au rôle de père. Vous l'avez mentionné dans votre présentation, le rôle de caring, qui est souvent associé à la mère. Ma préoccupation est que, puis je pense que vous allez monter un outil d'évaluation, c'est ça par rapport au rôle. Est-ce que le fait de présenter des rôles qui sont structurés de la sorte, je n'ai pas vu le caring, le rôle de caring, par exemple, est-ce que ça peut perpétuer en fait certains rôles qui sont plus typiquement paternels, alors qu'il y a quand même une évolution par rapport aux rôles parentaux puis dans les formats familiaux ici qui existent. Je pense que ça rejoint un peu la question qui était
initialement. Fait que je soulève la question sans nécessairement attendre de réponse, mais je vais partager ma préoccupation dans une optique où justement on cherche une égalité. Nous, notre objectif, c'est vraiment prendre une photo de présentement. Comment les pères se sentent. C'est vrai que c'est un rôle en constante évolution, puis thank God que ça l'est, honnêtement, parce que qu'est-ce qui évolue pas, c'est un peu triste. Mais oui, c'est une préoccupation qu'on avait effectivement, mais il y a des rôles qu'on a trouvés, par exemple, qu'on n'avait pas avant. Mettons le rôle de transmission, c'est niaiseux, mais avant, un père, c'était vraiment un père pourvoyeur, ça venait, ça faisait la discipline, ça partait. Là, on a trouvé, mettons, en faisant plus de recherches par la suite, que le rôle de transmission serait nouveau. Moi, je me demande si, pour compléter ta question, si l'évolution, justement, c'est que présentement, mettons, le rôle de transmission apparaît, mais probablement que dans 2-3 ans, ça va encore changer. Tout est toujours en évolution. Je pense que le but de notre recherche, c'est vraiment faire une photo de maintenant, comment les pères se sentent. Mais je pense que ça prendrait honnêtement une étude qualitative, vraiment parler avec les pères directement pour savoir eux comment ils voient leur rôle évoluer avec les changements dans la société. Si je peux ajouter, ou sinon, c'est vraiment basé sur les 6 rôles de la recherche à Cathy. Donc, c'est sûr que la façon qu'on a posé nos questions, on a été un peu réduit un peu à les questions qu'on avait sur cette recherche-là. Puis aussi, comme le père engagé, que j'avais fait référence au caregiving. Dans ce sens-là, c'est une stimulation, mais père engagé, ça ressemble aussi beaucoup au caregiving. C'est un père qui est présent, qui va s'occuper de son enfant, qui va en prendre soin. Alors que ça, avant, c'était vraiment associé à la maman. Le père, c'est pas vraiment sur son rôle. Donc oui, il y a aussi une constante évolution, mais c'est aussi parce que les pères sont beaucoup plus présents maintenant qu'ils l'étaient avant. Maintenant, les 2 parents, ils ont aussi un emploi, et là, il faut plus partager ces tâches-là. Donc il y a aussi ça, mais oui, c'est une bonne idée de poursuite de recherche. Regardez. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait une autre question du public? Oui, allez-y, madame. Allô? Je ne sais pas si c'est pertinent, on vient un peu de terminer autour, mais j'ai vraiment été surprise de ne pas voir le rôle de pourvoyeur qui reste, selon moi, l'identité encore principale malgré toute l'émancipation du rôle de père. Voilà. Oui, comme on disait, c'est ça, nous, on cherchait à valider quantitativement, avec des données, le modèle de la doctorante. C'est sûr que les modèles qui sont sortis sont différents de ce qu'on se serait peut-être attendu, mais elle, quand elle a parlé avec des pères, le rôle de pourvoyeur est un petit peu absorbé par le père protecteur. Le père protecteur, c'est quelqu'un qui voulait s'assurer que ses enfants ne manquent de rien, qu'ils soient en sécurité, qu'il ait un toit sur la tête. Mais j'ai l'impression que dans sa recherche, ça l'englobait beaucoup plus que le fait d'être pourvoyeur parce que c'était aussi la préoccupation, je pense, qui est peut-être nouvelle, là, je ne vais pas trop m'avancer, mais de protéger ses enfants, tu sais que, mettons, j'ai vécu une situation difficile au travail aujourd'hui, le travail reste au travail, puis ce que je m'en vais faire avec mes enfants, genre. Je pense que maintenant, oui, même si les sphères commencent à s'empiéter un peu par-dessus, je pense qu'il y a vraiment un désir des pères qui ont été interviewés, en tout cas, de séparer ces différentes sphères de vie. Je pense qu'il y a peur pourvoyeur, mais c'est ça, c'est que maintenant, le fait que les femmes vont au travail, les responsabilités sont divisées, puis genre la majorité des femmes souvent vont au travail. C'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de diviser les responsabilités. Si je peux ajouter, c'est ça, je pense que finalement, le rôle de pourvoyeur n'est plus aussi gros qu'il était auparavant. Et donc, il se fait un peu assimiler dans les autres petits rôles qu'on a mentionnés. Comme vu que, exemple, si les 2 parents ont un peu le même revenu, un revenu supérieur que l'autre, mais ça fait que justement, ça va plus être nécessairement le rôle qui va le plus ressortir quand il va penser à le fait d'être papa. Merci beaucoup pour les questions. Je pense qu'il y en avait une dernière par là-bas. On va prendre la dernière question. Merci pour la présentation. J'avais une question justement sur le rôle cyclique qu'on va retrouver dans l'histoire entre un père qui va essayer de compenser les carences que son propre père, qu'il a perçues dans l'éducation de son propre père, et comment est-ce qu'il compense, et que on fait des cycles comme ça. Parce que évidemment, on se retrouve propre de ses pères, on est à la fois acteur et on a été récepteur, et on a le seul modèle qu'on ait, c'est celui qu'on a eu de notre propre éducation à nos sein. Donc, comment est-ce qu'on compense ça? Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu amènes. En fait, là, en investiguant sur le rôle de transmission, on a découvert la transmission intergénérationnelle, qui est justement le fait de, mettons, transmettre comme des traumas ou des patrons de relations qu'on va interposer dans nos relations avec nos enfants. Je
Je pense que j'ai oublié de poser sa question. Je me suis emportée sa transition internationale. Mais oui, c'est ça, c'est qu'on a trouvé ça, mais à la fois, dans les études qualitatives qu'on a lues, c'est qu'il y avait vraiment ce désir-là des pairs de briser le cycle. De ne pas répéter les erreurs qu'eux, ils doivent vivre encore aujourd'hui avec les erreurs des parents, dans le fond, des pères. Fait que oui, je pense que c'est ça. Puis tu sais aussi, je pense qu'on s'en va de plus en plus vers accepter qu'on est vulnérable un chacun. Tu sais, je sais que c'est les hommes, c'est plus difficile de demander de l'aide, mais quand ils le font, je pense que c'est concret, puis c'est parce que c'est là pour durer. Là. Fait que je pense que je ne veux pas m'avancer, je n'ai pas cherché là-dedans, mais je trouve ça quand même intéressant de voir comment les pères cherchent à briser les cycles rendus aujourd'hui. Oui, le problème de compléter, c'est que justement, c'est aussi ces carences perçues plus que réelles. Et c'est ça qui fait l'impact. Et dans nos sociétés d'aujourd'hui, on a beaucoup plus de communication grâce justement à des études que vous faites pour montrer d'autres visions que celles qu'on a monolithiques de la transmission intergénérationnelle. C'est ça. Oui, excusez-moi, je m'en fous. Mais en même temps, c'est ça qu'on veut. Je vais passer un mauvais quart d'heure. Mais c'est aussi le fait que, genre, tu sais, c'est une question de degré. Notre but, c'était pas de montrer, OK, tu as un rôle de transition, tu as un rôle de discipline. C'est vraiment, tu as un bon niveau de transmission, ou peut-être que tu es plus dans la discipline, ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est parce que l'idée aujourd'hui que tout est noir ou blanc, que tout est dichotomique, c'est un petit peu révolu. Genre, en fait, quasiment tous les concepts qu'on peut voir aujourd'hui qui sont étudiés se retrouvent sur un spectrum. Je pense que c'était ça aussi qu'on essaie de transposer dans notre recherche. Je pense que tu l'as déjà dit, mais c'est vraiment le fait que tu peux être plus qu'un papa à la fois. Tu peux autant être un père simulateur, un père engagé, un père qui transmet, un père éducateur. Donc, il n'y a pas juste comme ça, je suis stimulateur ou pas, puis c'est ça, c'est comme à différents degrés. Merci. Merci ta question. Merci beaucoup, les filles, pour vos super réponses et votre très belle présentation, de sujets très intéressants. Une bonne main d'applaudissement encore pour nos collègues.